Merci, M. le Président. Monsieur le Président, pour que les femmes et les hommes politiques traversent les journées débridées ou les horaires un peu chargés dont ils sont occupés chaque jour, il faut trouver le moyen de trouver son plaisir. Et je vous avoue que la lecture de C4 ne m'en a apporté aucun plaisir. Alors, j'ai pris quelques minutes avant l'écriture de ces lignes pour m'échapper un peu dans mon esprit et je me suis mis à faire du cinéma parce que j'avais vraiment l'impression, à la lecture de C4, qu'on était en train de me faire jouer dans un vieux film, je me retiens pour ne pas dire un navet, dans lequel j'avais déjà participé. Et je me suis mis à fabuler des titres que je pourrais donner à mon discours. Alors, si ça avait été un film français, on aurait pu dire et rebelote, ou bien si c'était un film américain, on aurait pu penser à l'Empire contre-attaque. Et là, je me suis laissé aller, je l'avoue, pendant quelques secondes, à imaginer certains députés du parti d'en face, soit revêtant le costume de l'empereur ou celui de Darth Vader, mais je ne dirai pas non, je laisse à votre imaginaire le soin de vous faire vos propres images en cette semaine de l'Halloween. Et après quelques moments de plaisir que je me suis offert personnellement, je suis revenu à des choses plus sérieuses et je me suis dit qu'il fallait peut-être que je commence mon allocution en me rappelant la formule du président républicain anti-esclavagiste, et j'ai nommé Abraham Lincoln, qui définissait ainsi la démocratie, et vous me permettrez de le citer. La démocratie est un gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Assez simple, mais assez concret. Alors, je n'analyserai pas en détail cette merveilleuse définition, mais plus les mois avancent sous le régime des conservateurs, plus j'ai la certitude que notre pays s'éloigne dangereusement de cet idéal démocratique. Quand je constate jour après jour combien les membres de ce gouvernement, comment le bureau du premier ministre et le premier ministre lui-même semblent pris dans des scandales de financement, dans des arrangements douteux dans le dos des Canadiens, dans la mise à l'écart des voix discordantes et dans la mise en place de mesures tellement complexes que les citoyens se sentent brimés dans leurs droits fondamentaux, je m'inquiète sincèrement pour l'avenir même de notre système parlementaire. Avec le projet de loi C4, les conservateurs tentent pour une 4e fois. L'adage veut qu'une fois ne soit pas coutume. Mais 4 fois en 2 ans et demi, je pense qu'il y a là, à tout le moins, le début d'une façon de faire qui caractérise le gouvernement. Donc, pour une 4e fois en 2 ans et demi, ce gouvernement tente d'échapper à la surveillance des parlementaires et du public, c'est-à-dire du peuple. Les Canadiens méritent mieux qu'un projet de loi omnibus des conservateurs qui fragilise encore et toujours les familles canadiennes en augmentant le coût de la vie et qui, finalement, ne crée pas ou très peu d'emplois. Ces projets de loi sont tellement volumineux, 70 lois touchées, 300 quelques pages, quelques jours, voire quelques semaines à peine pour étudier un tel projet de loi, dont l'ensemble des mesures sera vraisemblablement étudié par le Comité des finances, qui, j'imagine, autour de la table, ont une large expertise en matière de nomination des juges à la Cour suprême ou en matière d'assurance-emploi ou en matière d'immigration. Ce sont des gens éminemment versatiles. Alors, j'en deviens à me demander souvent, mais qu'est-ce que je fais en cette Chambre, sinon me battre pour la démocratie? Alors, je disais donc, ces projets de loi sont tellement volumineux qu'il devient très ardu de bien les analyser, de bien les comprendre, et la plupart du temps, ils contiennent un nombre effarant de mesures diverses visant à en cacher d'autres controversées, comme celles attaquant la fonction publique canadienne. Nous avons vu depuis plusieurs mois que dans le dossier de l'assurance-emploi, les méthodes et l'attitude du gouvernement sont symptomatiques de l'incapacité des ministres conservateurs à mettre en œuvre une politique et des mesures qui fassent avancer le pays. Les mêmes ministres à qui, projet de loi omnibus après projet de loi omnibus, on accorde de plus en plus de pouvoir. Le processus démocratique qui repose sur le dialogue et la concertation a été tellement bafoué que la réforme s'est transformée en un saccage et partout où je vais, les Canadiens se sentent attaqués, blessés profondément et pire que tout, ils se sentent appauvris.
Et laissez-moi vous dire que lorsqu'on se sent appauvri, c'est parce qu'on est en mesure de le constater dans la gestion de notre budget hebdomadaire. C'est pour cela que nous, les députés du NPD, nous opposons catégoriquement à ce projet de loi. Les raisons en sont nombreuses, mais je vais approfondir quelques points qui touchent particulièrement la question de l'assurance-emploi. Dès le début, le NPD s'est opposé à cette réforme et après des mois de consultations sur le terrain, la conclusion s'imposait d'elle-même. La réforme de l'assurance-emploi est un échec pour l'économie et il faut y mettre fin le plus rapidement possible. Dans les provinces les plus touchées par la réforme, curieusement, ce sont les gouvernements provinciaux qui doivent aujourd'hui travailler à évaluer les conséquences désastreuses de cette réforme. Belle collaboration. C'est véritablement le monde à l'envers, Monsieur le Président. C'est irrespectueux de la part d'un gouvernement fédéral de refuser de collaborer avec ses partenaires des autres paliers de gouvernement, comme avec pratiquement l'ensemble des députés de cette Chambre. Et même au sein du gouvernement fédéral, des voix s'élèvent pour dénoncer la façon dont le gouvernement impose ses vues idéologiques sur une question si sensible. Je ne compte plus les jours où des fonctionnaires de l'État fédéral qui ont toujours travaillé au service de leurs concitoyens laissent transparaître leur désarroi, leur incompréhension devant les méthodes directives, brutales, qu'on leur impose pour traiter les dossiers des prestataires. Malheureusement, il ne s'agit pas simplement de dossiers à traiter avec des quotas de rentabilité, vraisemblablement, mais il s'agit à chaque fois de familles à aider. Voilà l'approche qu'avait la fonction publique, de communautés à soutenir ou d'une économie à stimuler. Le projet de loi C4 poursuit sur la même voie que les 3 projets de loi omnibus précédents. Rappelons-nous le C38, le C45, le C60, le C4 maintenant et le C-assez, j'espère, pour la prochaine fois, en modifiant 70 mesures législatives et en ajoutant 2 lois entièrement nouvelles et des mesures dont l'une a pour objectif d'abolir l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada. Concrètement, le projet de loi C4 abroge l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada et donne au ministre des Finances le pouvoir de manipuler la fixation des taux. Encore un pouvoir de plus dans le giron d'un ministre. À quoi sert ou à quoi devrait servir l'Office de financement de l'assurance-emploi? Eh bien, je vous le donne en mille. Les réponses sont assez vagues dans le C4, pour ne pas dire absentes. Lorsqu'en 2008, les conservateurs ont mis sur pied l'Office de financement de l'assurance-emploi, on pouvait penser qu'on allait dans la bonne direction. On a entendu ça à maintes fois dans cette Chambre. Ah, c'est probablement un pas dans la bonne direction. Un pas en avant, 2 en arrière, c'est ce à quoi on nous a habitués. On se dit alors que c'était peut-être l'outil dont on avait besoin pour éviter que les gouvernements successifs aillent voler l'argent de l'assurance-emploi pour éponger d'autres déficits. On s'attendait que l'Office empêche véritablement un autre détournement de la Caisse, comme cela avait été le cas sous les gouvernements Chrétien et Martin. À cette époque, des dizaines de milliards de dollars de cotisations des ouvriers, mais aussi des employeurs, avaient été purement et simplement volés par l'État. Mais avec les conservateurs, il ne faut jamais se fier aux apparences. L'Office est resté une belle intention, mais concrètement, une coquille vide. Une institution sans âme, sans pouvoir, sans objet. Allons un peu plus loin. L'Office de financement de l'assurance-emploi semble gêner le gouvernement conservateur. Pourquoi cet organisme est-il si gênant? Pourquoi vouloir l'abolir? 1 minute, Monsieur le Président, ai-je bien vu cela? Wow! Alors, je vais passer vite puisque le temps file et vous dire, avec l'abrogation de l'Office du financement de l'assurance-emploi du Canada, le gouvernement joue encore une fois dangereusement avec la morale. Il nous semble pourtant essentiel de garantir une protection des cotisations versées par les employeurs et par les salariés de tout le Canada. C'est une question de justice sociale, d'équité entre tous. Qui d'entre nous peut être certain d'avoir un emploi à vie et de ne jamais être en situation d'avoir recours à l'assurance-emploi? La réponse est simple, personne, Monsieur le Président. Alors, pourquoi s'attaquer continuellement aux demandeurs d'emploi? Pourquoi le gouvernement s'attaque-t-il toujours à ceux qui connaissent des difficultés à trouver des emplois durables, stables et permanents?
Rappelons pour terminer que le chômage est évidemment une préoccupation majeure pour les députés du NPD et nous mènerons des réformes pour créer des emplois et faire baisser l'incertitude liée à l'emploi partout au Canada, et ce, dès 2015 et bien avant, mais en 2015, lorsque nous remplacerons ce gouvernement fatigué et empêtré dans ses scandales, nous rétablirons un mécanisme de protection de la Caisse de l'assurance-emploi pour que les sommes qui y sont versées soient utilisées aux fins pour lesquelles elles sont collectées. Merci, M. le Président. Bravo.